Alors, parlons des Mongrous. Donc, ce soir, en fait, d'abord, calmons-nous. Ce soir, présentation de nos voyages de ski. OK, donc, je vais être plus général, disons. Les voyages de ski, ça fait quand même plusieurs années là, que ça fait partie de l'ADN des Caravaniers. Caravanier, bon, on existe depuis 28 ans maintenant, ou presque. Donc, il y a eu plusieurs types de voyages qui ont été faits, plusieurs activités, mais disons que la randonnée, dans son point de vue général, c'est ce qui nous caractérise. Donc, la randonnée, on l'a fait évidemment à pied, on l'a fait aussi avec des crampons sur des hautes montagnes ou sur des sommets quelconques, et on l'a fait aussi en ski, un peu plus rarement, mais quand même. Le premier, euh, le premier voyage qui est très caractéristique de ça, c'est certainement la Terre de Baffin que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais on a pu explorer les territoires à ski de certaine manière depuis toutes ces années. Donc ce soir, je présente l'offre qu'on fait en ce moment. On se concentre un peu plus dans nos voyages de ski. On est donc concentré sur les monts Gros en ski, la Terre de Baffin, et puis un petit clin d'œil sur le Japon. Ça devrait prendre, comme j'ai dit, environ 20 minutes par destination, 20-25, pour un gros total d'une heure, parce que c'est un clin d'œil sur le Japon. Euh, je tiens aussi à dire que le ski, c'est vraiment dans sa perspective plus touring, donc randonnée à ski, plutôt que dans la perspective descente ou adrénaline. Mais le ski, c'est aussi un moyen de locomotion qui est très cool pour visiter des pays dans un contexte, on parle du nôtre, principalement dans les groupes et baffins, mais ailleurs, des pays dans un contexte peut-être un peu plus hors saison. Donc, dans une perspective de tourisme de masse qui nous interpelle quand même en ce moment, eh bien, comment on peut penser autrement le voyage, explorer hors saison et justement éviter un peu plus le tourisme de masse comme ça. Donc là, ce soir, évidemment, on ne parle pas de tourisme de masse. Mais si, par exemple, on voulait explorer l'Europe autrement, aller en Norvège, par exemple, peut-être même dans l'Himalaya, ben, on pourrait penser hors saison, puis donc se mouvoir en ski. Donc, c'est un peu le principe et l'esprit de nos voyages de ski. C'est d'abord et avant tout une activité qui permet de découvrir le territoire. Voilà. Donc, on enchaîne. Donc, les Monts-Gros. Donc, expédition qui est issue de la COVID, disons. Quand on s'est tous revirés sur notre territoire, on s'est dit, hey, il y a quelque chose de beau à faire là. Donc ça, c'est quand même une super destination que j'ai conçue, si vous voulez, avec tout mon bagage d'expérience que j'ai amené dans Caravanie en 2021. Donc, les Gros, en gros, c'est quoi? Ben, c'est un voyage de randonnée, de ski de rando dans le massif. C'est un massif qu'on va présenter là, sur la carte tout à l'heure, mais qui est à côté du réservoir Manicouagan. C'est vraiment le sentiment d'être seul au monde. Parce que oui, on est super isolé quand même, puis que justement, quand je parle de tourisme de masse, c'est pas trop le cas là-bas. On est souvent seul et cette sensation, elle est très lente d'une certaine manière. Ça se fait dans un contexte sécuritaire, mais ça, c'est intéressant. La nordicité du territoire canadien québécois, donc on le saisit à travers plein de choses que je vais vous présenter ce soir. Puis ben, d'être confronté, tu sais, d'avoir une notion de confort malgré un contexte limitatif, tu sais, ou éloigné. On va vous parler de campement, de bonne nourriture, etc. C'est un aspect très fort de ce voyage. Puis, quelques rencontres culturelles, à savoir les communautés autochtones comme les Inuits principalement, un peu Naskapi, un peu Cri, ça va dépendre, mais surtout la culture Innu parce que c'est en territoire Innu. Donc, ça va teinter un peu le voyage. Donc, géographiquement, on en est où? Ben, on en est là. Bon, les gens viennent d'un peu partout, de la province chez Caravani, même des fois de d'autres provinces entre des francophones qui habitent ailleurs. Mais bon, si on se concentre sur notre territoire, ben j'ai mis Montréal, là, mais mettons que ça peut venir de partout comme point de départ, même Saint-Lambert dans ce cas-ci. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est d'abord et avant tout Bécomo. Ça va être notre premier arrêt dans le trajet. Première nuit, on se rencontre en fait là-bas. Les gens arrivent de partout, mais c'est là qu'on se rencontre. Le lendemain, on profite d'un côté, d'un volet, si vous voulez, maritime du voyage.
autour de Bécomo. Puis après, on enchaîne vers le nord. Donc, la route 389 qui se rend jusqu'à Fermont. On en fait 365 km là-dedans. On passe par Manic 5, Réservoir Manicouagan, la station Wapishka puis les Monts-Roux, vous voyez. Donc, on est à peu près au parallèle 51, presque 52 sur ce voyage-là. Donc, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup de préparation. Donc, il faut savoir que autant Baffin et les Monts-Roux, ce sont des voyages que nous, caravaniers, on conçoit à partir de zéro et on fait toute l'organisation de A à Z. On a des intermédiaires, évidemment, pas des intermédiaires, on a des partenaires pour la logistique sur place, mais comme le transport en motoneige, l'hébergement, mais pas plus. Le reste, c'est vraiment tout nous qui faisons, à savoir la nourriture et la préparation d'équipement. On fournit tout le matériel au complet, tentes d'ombre, tous les matelas confortables, les tentes individuelles pour les gens, puis tout ce qui est nécessaire en termes de sécurité à destination. On part avec un gros camion, puis on monte à Bécomo. Bécomo, je n'ai pas trouvé de photo d'hiver. J'ai jamais trouvé une photo aussi belle, en tout cas l'hiver. Mais bon, c'est en bord de mer. On va quand même y pencher un certain regard là-dessus. Notre plan, notre camp de base là-bas, ça va être la place La Salle avec l'hôtel, le grand hôtel qui est génial. Il est super bien situé. C'est là qu'on loge les gens. Puis le soir, on se rencontre tous à la brasserie Saint-Pancras et là, on met le ton. On se rencontre, puis on fait connaissance dans la perspective de ce voyage-là qui va durer 8 jours ensemble. Donc, thématique d'abord maritime, comme je disais, selon les conditions de neige. Vous savez, la période où on vise, nous autres, pour nos départs, c'est entre le 20 mars et puis le 6, 7, 8 avril. On a 2 départs, là, souvent. Donc, selon le départ, selon la température, comme aujourd'hui, il fait 25 degrés, un 6 octobre, ben, on ne sait pas ce que ça va être à la fin de mars prochain. Donc, on va s'adapter. Soit rando en bord de mer. Je dis mer, mais c'est le fleuve, là. Ça peut être aussi ski. Cette année, on a fait du ski un peu granuleux, mais très beau ski quand même autour de la baie de Saint-Pancras. Puis d'autres années, on allait faire la tyrolienne avec la gang d'altitude nordique. Donc, tu sais, on joue avec ça, mais on veut donner le côté maritime au voyage, qui est super important parce que c'est une exploration de la côte nord aussi, avant tout. Fait qui dit exploration dit produits locaux. Il y a des produits du terroir là-bas qui viennent de la mer, qui viennent de la terre pour manger, mais aussi pour boire. Donc, on est beaucoup dans cette dynamique, en tout cas, du moins dans le voyage des groupes, dans l'effort et confort. Donc, on fait le plein à Bécomo avant de partir. Que ce soit la bière de Saint-Pancras ou le Nord-Côtier pour son gin et ses autres spiritueux. On arrête, on passe par Manic 5, super barrage, un peu d'histoire du Québec, cette espèce, bon, l'époque de la Révolution tranquille, si vous voulez, la réappropriation de l'hydroélectricité, c'est quand même un monument quasiment historique, là. Donc, on y passe vraiment, vraiment tout à côté. On voit la route qui est sinueuse et on passe dessus, littéralement. Et ça sera ça dans cette route 389 qui va nous mener jusqu'à la station ici, la station Wapishka. Donc, on est au kilomètre 365 de la route 389. Donc, ça aurait été un peu un beau. C'est quand même une route qui est de moins en moins, pas dangereuse, mais qui est de moins en moins aventurière qu'elle l'était dans le passé parce qu'elle est de plus en plus aménagée, élargie, etc. Mais ça reste quand même un beau périple, là. Fait qu'au bout de cette journée-là, on profite des lieux, on relaxe, vraiment la station nous accueille avec tout son confort, là, malgré l'éloignement. Donc ça, c'est quand même bien. On va avoir différents setups là, de couchage, etc. Mais c'est là qu'on va se poser pour 2 jours en vue de se mettre un peu en jambe pour le reste du voyage. Donc, c'est l'occasion aussi de faire des rencontres, d'être ensemble. C'est un voyage de groupe, hein. Dans les deux cas, Baffin, Grou, voyage de groupe. Donc, toute la nécessité d'être ensemble, de partager beaucoup, pas d'intimité, mais de proximité, bon, les deux, disons-le, de collaborer ensemble pour que tout ça s'orchestre bien. Évidemment, nous, on sera les chefs d'orchestre, mais vous serez les musiciens, donc il faut être à l'accord. Mais ça reste comme fondamental dans l'esprit. Et puis, je pense que de vivre ça seul ou à deux, que ce soit pas fin ou les gros, ça n'a pas la même valeur. C'est vraiment des destinations qui sont faites pour être vécues ensemble parce qu'il y a plus d'avantages, plus de main-d'œuvre pour
établir un confort, plus de collaboration quand ça va mal, plus le volet sécuritaire aussi, tu sais. Puis le volet aussi plaisir qui est fondamental. Donc, dans les trois, quatre exemples, c'est vraiment caractéristique de ces deux destinations-là. On dirait que la nordicité ou l'aspect polaire ou froid va incarner fondamentalement une entraide puis une solidarité. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre comme ambiance dans les groupes pour les voyages qu'on fait dans ces contextes-là. Réservoir Manicouagan, je vous montre ici, c'est là qu'ils ont souvenez de l'ancienne carte, la carte soleil, assurance maladie. On dirait que ça m'a vraiment fait penser à ce paysage-là. Pendant notre petit séjour de 2 jours à la station Wapishka, on fait des rencontres, on faisait des rencontres, certains ne sont plus parmi nous aujourd'hui, comme Michel Denis. Mais à travers les années que j'ai, tu sais, moi, j'ai pu skier ou marcher là-bas pendant des années entre 2008 puis maintenant. Fait pas mal de rencontres, créer des liens. Donc, des fois, selon les scénarios, tu sais, on fait intervenir les acteurs locaux des Mongrous, comme notre ami Guy, qui fait aussi son ordre de voyage à destination, qui est un résident du kilomètre 365. Donc, Michel, à l'époque, qui nous accueillait, bon, maintenant, il n'est plus de ce monde, mais bon, ça reste que s'il y a toute une histoire dans les groupes, puis que ça soit tradition orale ou des rencontres directes, on va quand même transmettre tout ça. Fait que le trip, une fois qu'on est établi à la station, c'est qu'on fait une journée de raquette sur le mont Arfan, puis après, on part définitivement sur le massif. Donc, dans le massif, on va se camper à quelque part là-dedans. Ça sera un campement, je vous montre plus tard. Et puis de là, on va rayonner en boucle pour explorer tous les plus hauts sommets du massif principal des Monts qu'on voit. Donc, que j'ai mis avec des triangles comme des sommets. Puis l'étoile, c'est à peu près le lieu de notre camp de base. Donc, vraiment, ça paraît, je ne sais pas comment vous le percevez à l'échelle, mais on parle d'à peu près 15 km de ski là, entre l'accès de la route et puis le camp de base. Donc, c'est quand même pas si mal. Puis à partir de là, c'est des rayons qui sont plus modestes ou qui s'adaptent vraiment aux conditions puis aux gens, là. Voilà. Je fais juste une mini pause avec. Je vais juste prendre je vais voir si j'ai des questions. Ça sera pas long. Parfait, pas de questions, ça va bien. Excellent, on passe ça. Bon, excellent. Donc, tout ça commence par là. Donc, ça, c'est une petite slide pour nous parler un peu de l'histoire. Tu sais, l'histoire dans les gros, quand même. J'ai eu l'opportunité d'y aller plusieurs fois en raquette dans les années 2008, 9, 10 avec une autre agence. Fait des rencontres comme Jacques Lehoux ici, entre autres, au kilomètre 335, à l'époque qui avait encore la santé. Maintenant, la relève avec Pierre ici, en 2021-ish. Et puis, depuis la COVID, j'ai pu le retourner au moins une fois par année, voire 2 fois, selon les scénarios. Donc, beaucoup d'expérience sur le terrain. Je connais, humblement, je pense que je connais tout le massif par cœur, à peu près. Et je suis assisté de guides. Vous avez vu tantôt, on a Marc-André Lebuy, j'ai ici Pascal Larente, qui a fait les 2 dernières éditions avec moi. Donc, on est les guides, on s'occupe de tout le volet, expédition, guidage, sécurité, aller chercher les bonnes pentes, aller chercher la belle neige, puis exécution, les repas, la vie de camp de base, etc., etc. Donc, vous êtes à 90% sur un ratio de 2 guides là, pour un groupe de 12, mais 2 fois, si le groupe était très petit, on serait 1 pour 6 à peu près. Mais je ne suis jamais parti seul dans les monts. C'est un voyage de ski. Donc, ça, je tiens à le dire, c'est du ski touring. Donc, avec le temps, on a comme précisé notre identité. À l'époque, il y a 15 ans, 20 ans, on le faisait en raquette parce que, bon, c'était ça dans le temps. À un moment donné, ça a été un ski de fond, un touring ou un ski nordique, tu sais, cross-country, là, je ne sais plus comment on les appelle. Mais c'était pas adéquat ou c'était plus compliqué d'avoir une belle progression, même si on avait des pots intégrales. On a amené aussi l'ouverture à des ski hawks. Ça ne faisait pas non plus l'affaire, du moins pas à la descente. Donc maintenant, on est vraiment que dans le ski touring comme on voit ici. Donc il se décline sous plein de noms. Ski de randonnée, ski haute route, backcountry skiing ou ski touring, bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'exemple qui est là.
Donc, c'est en gros des skis qui ont le look de ski alpin pour la poudreuse, des fixations qui permettent de lever le pied quand on est en montée et clipper quand on est en descente pour faire évidemment le même contrôle qu'un ski alpin. Et ça vient avec des pots intégrales et le port du casque, etc., etc. Donc, vous pouvez voir un peu l'esprit ici. Ça ne s'adresse pas nécessairement à des skieurs experts, loin de là. N'importe qui a le goût de vivre un trip de ski comme ça sur longue durée, parce que tout un volet expédition, ben, c'est parfait pour vous autres. Mais il faut avoir le goût de se dépasser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que peut-être au-delà de 60% de la journée, c'est de la randonnée alpine, où on fait les sommets, où on est vraiment en déplacement comme en ski de fond. Mais il va y avoir aussi des descentes, parce que forcément, qu'est-ce qu'on monte, on le descend. Donc, on s'adresse à des gens qui ont le goût de faire ça, qui ont le goût d'apprendre aussi, parce qu'on est des bons, je pense, en tout cas, des bons pédagogues pour vous montrer tout ça. Mais il faut avoir cette petite étincelle d'essayer, de vouloir. Puis après ça, selon les groupes, parce que souvent les gens pensent qu'ils ont un bon niveau, puis finalement pas tant que ça. Je dirais que les niveaux sont très moyens, puis c'est bien parfait comme ça. Eh bien, notre but, c'est justement de vous mettre en confiance. Puis c'est un terrain parfait pour ça, les Mongols, on va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est exclusif, et là, je tiens à le dire, c'est exclusif à ce type de ski maintenant, parce qu'on veut quand même une certaine unité. Et dans le cas où il y a des différents niveaux, ben, on fait juste splitter les groupes, on est 2 guides. C'est juste parfait pour ça. Et c'est ce qu'on fait depuis les 2 dernières éditions. Oups, photo de raquette ici. Donc, le Mont Arfan, je reviens un petit peu dans la chronologie. Donc, Mont Arfan, on le fait en raquette parce que c'est une montagne littéralement, puis qu'en ski, c'est vraiment trop compliqué. On le fait parce que c'est une super rando qui nous permet d'avoir un point de vue superbe sur le réservoir Manicouagan. Ça nous met en jambes, ça nous met aussi en perspective par rapport au terrain qu'on va voir, parce que le Mont Arfan est vraiment collé sur le réservoir Manicouagan, donc on voit le massif des Gros en arrière. Et c'est ça, c'est vraiment une mise en jambe, puis c'est aussi très ludique parce qu'on descend par une voie qui est souvent très enneigée. Puis là, ben, tout le monde redevient un enfant, fait que c'est vraiment trippant de le faire comme ça. Le soir, on revient à la station, on se réchauffe, on ressèche le stock, puis le lendemain, on va être prêt pour la suite. Euh, En arrière de tout ça, il y a une grosse logistique de transport de motoneige. Donc, quand on est 2 guides, moi, je m'occupe beaucoup de ce volet-là. Donc, en moto avec des amis qu'on a là-bas à la station qui vivent à côté, là. On va parler de Denis, de Pierre, qui m'aide, Pierre ici, qui m'aide à tout organiser, le transport de matériel, le transport de nourriture, la sécurité aussi, s'il arrivait quelque chose à destination. Ce sont des guides certifiés motoneige qui ont l'autorisation d'aller dans les groupes. Donc, et ça nous permet d'aller à la frontière de la zone où il y a l'exclusion motoneige. Et c'est là qu'on établit le camp de base. Et souvent, les gens, comme on voit ici, là, moi, c'est tout ce que j'organise avec eux avant que les gens arrivent en ski avec l'autre guide, par exemple, Pascal. Donc, on fait un effet wow là, pour dire, fait, Colin, c'est là qu'on va passer 5 jours, c'est bien cool. Fait que c'est ça, c'est la vie commune, hein, je vous l'ai dit, mais c'est donc un beau lieu chaleureux. Donc, c'est une tente, vous voyez, c'est Space Station, là, c'est de Mountain Hardwear. C'est le plus gros modèle de dôme qu'on peut trouver. Et là, on va creuser une espèce de petite tranchée où là, les gens vont s'asseoir. Et là, il y a tout le setup cuisine. Donc, selon la taille du groupe, des fois, le setup cuisine il est à l'extérieur dans une autre cuisine ou il est dans la même. C'est plus convivial quand c'est dans la même place, mais c'est un petit peu plus tassé. Mais ça nous permet de créer beaucoup plus de chaleur. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des grosses chaufferettes au propane, que vous voyez dans le fond de la photo, peut-être. Et donc, de chauffer la tente pour monter tout ça à peu près à 5, 6, 7 degrés pour que ça soit le fun, que ça soit relativement sec. On peut se faire un reset à chaque jour et avoir quand même le plaisir de se faire plaisir avec la bonne nourriture qu'on peut cuisiner. Parce que ça, c'est un volet super important du, euh, du voyage. Et là, je pense que Pascal nous écoute en ce moment. Pascal, regarde cette belle photo de collaboration, toi et moi. Donc, Pascal qui n'a pas le pouce vert, comment? Non, pas le pouce vert,
Le cordon bleu, bref. Mais donc, ça, ce volet-là, il est super important. Puis mon but dans un voyage comme ça, c'est de faire triper le monde au niveau bouffe. Tu sais, qu'on essaie de monter le plus haut standard qu'on peut avoir dans l'industrie en faisant toute la préparation de nourriture à la maison, puis en mettant sous vide, on peut le garder congelé tout le long, en rajoutant tous les petits extras possibles. Puis on fait 3 services de bouffe, matin, midi, soir, pour que l'expérience campement soit son meilleur. Voilà. Oh, je pense que je vais aller voir. Attendez 2 secondes. Parfait. Mon d'après moi, lâché, je vais le repartir dans 2 secondes. Donc, juste répondre à des questions que je vois. Ouais, le ski de fond hors piste, il faut être bon en ski de fond hors piste, je vous le dis là. Je suis de plus en plus dogmatique avec ça parce on a eu un peu de tolérance dans le passé. Puis, oh, attendez 2 secondes. C'est comme si. OK. Donc, puis il y a des gens qui se qualifiaient ou qui pensaient qu'il y avait une certaine aisance en ski hors piste, puis il y avait vraiment plus de difficultés. Donc, c'est beaucoup plus difficile quand ton ski n'est pas assez large, là, c'est beaucoup plus difficile de suivre. Il faut être un bon descendeur. Donc, si vous avez ces caractéristiques-là, on se parle par téléphone, puis on pourrait tout à fait l'adapter. Mais a priori, là, la descente, c'est quand même un gros, gros volet là, aussi dans ce voyage-là. Fait que ce qui te font hors piste, il faut avoir des palettes au moins de 80 mm et plus, là. Et puis avoir des pots intégrales, puis descendre en mode télémarque, puis être à l'aise, là. Donc, si ça vous parle, good. Sinon, on a un bel hiver qui va commencer un jour, là. Puis c'est le fun de faire du ski touring. Les kits se louent. On a des ententes de fin de saison aussi, là, qu'on ouvre la porte si les gens veulent s'initier à ça. Mais c'est vraiment un ski qui est très, très, très favorable à ce type de territoire parce que la neige, elle elle se compacte, ou du moins elle vient juste comme parfaite à cette époque de l'année, tu sais, à la fin, au début du printemps, si vous voulez. Donc, elle est toujours très calante, là, la neige, des fois, il y en a en abondance. Fait que le ski touring, ça marche difficilement. Euh, je vois une autre question qui s'écrit. Je vais juste reconnecter mon partage. OK, parfait. C'est bon, c'est bon. Je continue. Donc, OK. Let's go, let's go. Donc, c'est ça. Vie commune, séchage de bottes, histoire grivoise. Non. Donc, c'est ça un peu l'esprit du camp de base dans les Mongols. Petit bar à cocktail à l'extérieur aussi, ça arrive. Donc, effort et confort, c'est la grosse thématique. Ceci ressemblera à votre camp. Donc, chacun est en duo dans des tentes d'expé comme ça, puis on a la tente dôme commune. Ces setups-là en ressemblent quand même beaucoup aussi, on va voir Baffin dans quelques instants. Fait que voilà un peu. Neige abondante, même à cette période, j'en parlais il y a 2 secondes. Je touche du bois et je ne veux pas promettre de la poudreuse, là, parce que cette année, ça a été un petit peu capricieux, sa poudreuse. Mais a priori, le manteau neigeux est juste parfait pour le ski. C'est pour ça qu'on choisit cette période de l'année précise. C'est aussi une période où c'est moins froid, où c'est plus convivial, plus de luminosité aussi à cette latitude-là. Et potentiellement la fin de la saison de motoneige. Donc, on est comme juste dans une fenêtre idéale pour aller skier là-bas. Puis aussi, ben, c'est à la fin de la saison, les gens qui se sont pratiqués, qui ont skié ici, ben là, on prolonge la saison d'une ou 2 semaines là-bas. Voilà ce que ça ressemble de vue de drone, des airs. Quand il fait bon, hein, souvent le jour, c'est à peine sous zéro, donc parce que c'est les contrastes, là, noir, nuit et jour. Donc, on profite des lieux, on exploite, tu sais, les conditions pour que l'expérience soit cool. Donc, voilà, voilà. Donc, je passe quelques petites images pour la progression en ski, puis après ça, j'enchaîne sur le Baffin. Donc, on remonte une rivière, hein, 15 km environ pour aller jusqu'à un camp de base. C'est la rivière Provencher ici, ceux qui se demandent. On passe à travers une multitude de lacs, coupe dans la forêt, lacs, multitude de lacs, forêts, etc., etc. Et on arrive éventuellement dans le cœur du massif, qui est un massif qui va culminer à peu près à 1116 mètres. C'est le mont Verrier.
mais tous les autres sont à peu près dans cette hauteur-là. Le camp de base sera autour de 750-800 mètres d'altitude, ce qui nous donne à peu près un terrain de 250 mètres, 300 mètres de gain ou de terrain d'altitude, si vous voulez, pour pouvoir aller explorer les plateaux, puis skier en descente ou en montée, peu importe. Mais donc, c'est pas des immenses montées, c'est pas des immenses descentes, c'est juste vraiment très ondulé pendant tout le voyage, là. Fait que notre but, c'est ça, c'est qu'à chaque jour, on va déterminer un spot qui est trippant, qui est selon les conditions. Tu sais, par exemple, ici, sur le massif du Mont-Nomade, ben, ça nous prend une journée qui fait beau, là. Tu sais, parce que sinon, on est dans le blizzard total. Si on est dans des journées de blizzard, on va aller plus vers les lacs, plus vers les pentes où on va aller chercher de la neige le fun. Tu sais, fait qu'on s'adapte vraiment selon les éditions. C'est une photo de cette année 2025. Beaucoup de croûte. Il y avait une espèce de pluie qui a saboté notre belle neige. Puis il n'y a pas eu assez de précipitations pour s'en remettre. Donc, on a eu des fois des moments un peu difficiles où c'était bien sec, c'était bien dur. Et donc là, ça a été la quête des pentes qui étaient plutôt exposées au soleil pour aller chercher de la neige ramollie. Donc, on a fini par arriver à des affaires vraiment le fun, mais tu sais, il y a ça aussi. Tu sais, on ne contrôle pas les conditions. Il faut beaucoup d'adaptation à ce genre pour un voyage comme ça, mais en somme toute, on y arrive. Tu sais. Fait que ça, c'est un genre de descente qu'on peut faire sur du 250 mètres à peu près. Fait que, tu sais, vous voyez qu'il y a des lignes à peu près pour tout le monde. Donc, c'est pour ça aussi que chacun trouve son compte là-dedans. Tu peux faire des méga S sur du terrain à 20 degrés, ou tu peux prendre les pentes les plus rudes, ou tu peux même faire encore plus. Tu sais, si tu es en ski hors piste, mettons, puis que tu as un certain talent, ben, on peut vraiment jouer avec ça, mais ça reste que le ski touring comme ça est vraiment le meilleur élément. Donc voilà, adrénaline, des fois, bon temps. Fait que c'est un peu l'esprit. Prendre le temps aussi contemplatif. Donc, on peut se le permettre parce que, somme toute, les conditions ne sont pas extrêmes à cette période de l'année. Fait que c'est vraiment cool. Puis on se rend compte du satané joyau qu'on a sur le territoire québécois. Les monts Gros, c'est de la pente à l'infini. Tu sais. C'est pas la Gaspésie dans le sens, c'est pas autant de dénivelé, c'est pas aussi agressif montagnard que la Gaspésie, mais c'est presque ça, puis ça a une neige qui est plus de propension à être belle, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est génial. Puis les soirées aussi, hein, on est assez haut en latitude pour avoir quelques aurores boréales, se faire un feu dehors, prendre son petit nord côtier, fêter, mettre de la musique. Donc, il y a cette ambiance-là très ludique, vous allez voir, qui va contraster avec Terre de Baffin. Je rajoute aussi petit arrêt communautaire en passant, en retour avec la communauté Pessamite, donc sur le retour qu'on vient de Bécomo. On ne le fait pas officiellement là, dans le cadre du voyage, mais on suggère fortement aux gens d'arrêter là, pour casser la route puis de rentrer en communication avec la population et la culture inou. Bon, j'enchaîne. Moi, je suis désolé, mon diaporama lâche constamment. Euh, voilà, j'ai pas mal fait le tour des gros. Je suis prête pour prendre quelques petites questions. Sinon, je vais enchaîner avec Super Terre de Baffin. Et, ah, excellent, je me rends dans la sonde question. Splitboard, attendez, ce qu'ils font, ok, super, parfait. Est-ce que c'est possible d'utiliser un splitboard? Oui, 100%, 100%. S'il y a des gens qui ont beaucoup qui ont de l'aisance avec ça, pas, en tout cas du moins, qui sont plus à l'aise en splitboard qu'en ski, parfait. Les transitions, des fois, sont plus longues en splitboard. Encore une fois, on n'est pas dans un mode, c'est pas un voyage de go, 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 on fait des laps, on descend. Donc, oui, oui, 100%, là, puis même, on va s'entraider pour les transitions, c'est compliqué, mais très, très ouvert au splitboard, là, si vous avez plus d'aisance avec le snowboard, finalement. Pascal a répondu. Merci. Merci, merci. Combien de nuits sous la tente? C'est 4 nuits, donc c'est 5 jours. Si on résume ça, là, finalement, c'est une nuit à Bécomo, 2 nuits à la station Wapishka parce qu'on fait une journée au Mont-Harfang, 4 nuits, 5 jours dans les Monts-Gros en campement comme ça. Puis après ça, une nuit à la station pour qu'on revient, parce qu'il y a quand même un long et beau retour. Puis après ça, la route
qui peut aller directement à Montréal ou qu'on peut casser sur la route à Pessamit parce que maintenant, ils ont développé de l'hébergement et tout. Donc, voilà. Donc, c'est 8 à 9 jours. Ça rentre très bien d'un vendredi à un samedi, dimanche. Ça, c'est une grosse semaine de congé, finalement. La nuit, là, c'est peut-être, je sais pas, j'ai pas répondu à cette question-là, mais la nuit, c'est peut-être autour de euh, -10, -12, -15 là, en température. Donc, c'est du camping hivernal. Donc, là, il va falloir avoir les sacs de couchage au moins -25, -26 à peu près, pour être sûr d'être dans une zone de confort. Puis, dans les tentes, on va soit le candlelight, c'est quand même quelque chose qui est bon pour casser l'humidité ou, en tout cas, bref, toute la base du camping hivernal, on va vous le présenter ou revenir là-dessus dans une rencontre préparatoire avant le départ pendant l'hiver. Donc, vraiment, les gens sont vraiment bien accompagnés là-dedans avant de partir. Là. C'est super clair. Puis le camping se vit très bien là, pour la plupart. Puis quand il fait mauvais, ben, quand il fait pas mauvais, mais quand on a plus froid ou qu'on finit une journée de ski, ben, c'est dans la grande tente que ça se passe. Et dans la grande tente, il se passe beaucoup de choses. Et puis ça, c'est cool, c'est très chaleureux. C'est pas dans la grande tente que vous allez geler, en tout cas. Puis on s'est même fait une petite tente d'appoint à côté pour séchage des peaux. Puis tout le matériel extra là, qui pourrait nous ennuyer, soit dans nos tentes à nous, etc. Donc, tu sais, c'est un setup, là. C'est un camp. Oui, on pourrait faire encore plus élaboré, là, mais je pense que c'est quand même du bon niveau. Et sachez qu'il n'y a pas d'équivalent au Québec. Il n'y a personne que je connais qui fait ce genre d'expédition-là. Parce que sinon, c'est plus en mode roots, là. On est sous la tente tout seul, puis on mange notre petit croc-croc lyophilisé en boule dans sa tente. Là. Non, nous, on a un lieu commun, c'est chauffé, c'est chaleureux, on met de la musique, on boit un petit peu d'alcool, donc tu sais, c'est ça. C'est bien sympathique. Et là, je pense que notre ami Pascal, qui a guidé les 2 dernières éditions avec moi, a quelque chose à rajouter dans les commentaires. Je te laisse écrire là-dessus. Je fais une transition. Oups. C'est du camping semi-deluxe, ouais. Ah ouais, faut s'assumer, là. On travaille fort en tabarouette. Ça va être, je ne sais plus combien, je pense que c'est des centaines de kilos de matériel là, qu'on monte là-bas. Là. Fait que c'est ça. Puis là, juste vous dire, là, j'ai mis une slide parce que je le présente à l'école du Rocher. On a 15 étudiants qui le font cette année, les étudiants de secondaire 4 et 5. Donc, c'est pour ça, la Découverte du Nord, c'est un programme de découverte justement du territoire québécois. Là. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse poser vos questions. Je continue ici. Transition vers... Non, Madame Mélanie Chabot. Ça a fini cette année, la subvention de l'ARF, malheureusement. On avait 25 de rabais, ou du moins, s'il y avait une subvention de... Ouais, shit. Une subvention de 25 donc, ça jouait quand même. On espère que ça va encore marcher pour nous. C'est sûr que, tu sais, à cause de tout ça, à cause de toute l'infrastructure, les services, la bouffe qu'on met, bon, ça a son prix, là, c'est autour de 2300 pour les 9 jours, mais c'est ça. Donc, mais non, ça a fini cet été, cette subvention-là. Voilà. Donc, transition vers Baffin, parce que certainement certains d'entre vous étaient plus orientés vers notre expédition Baffin. Eh bien, je pars le diaporama. Puis si vous avez d'autres, je vais vous écrire ici. Si vous avez d'autres questions là, concernant les gros, là, je vais vous donner mon adresse. Donc, c'est fx à commercial caravanier.com, tout simplement. Donc, ou regardez sur le site Internet, vous trouvez ma face et mon extension de numéro de téléphone. Good. Transition. Merci pour votre attention. OK, on part. Donc, oui, on part. Attendez. Le partage lâche tout le temps. Allez, on est capable. OK, vous voyez bien? Une tente, un paysage. OK. Donc, Terre de Baffin. Là, on est au parallèle 52 dans le cas des gros. Là, on va monter plus haut. On va aller au parallèle 65 jusqu'à 66 à peu près. Donc, Terre de Baffin, on est au milieu à peu près. Un petit peu plus au sud de cet archipel. Ouais, c'est pas un archipel, c'est une grande île.
Et donc, attendez, je vais structurer mon idée, là. C'est énervé. OK, je vais vous montrer sur une carte, puis on va revenir sur l'autre avant. Donc, Terre de Baffin, OK? Port d'Ottawa. Donc, c'est pas mal les vols pour se rendre là-bas, c'est Ottawa. On va sur Iqaluit. Ça s'enchaîne souvent sur Qikiqtarjuaq. Donc, vous voyez un peu sur la partie gauche. Et dans le fond, on relie deux communautés, Qikiqtarjuaq à Pangnirtung. On va passer par un parc national, un superbe parc national canadien qui s'appelle le parc Ahuetuk. OK? Donc, c'est le seul, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais c'est le seul parc, à ma connaissance, le seul parc national, pas du Nunavut, mais de la terre de Baffin. C'est le lieu des plus hautes et des plus belles montagnes du Canada. Pas les plus hautes, mais les plus belles montagnes du Canada. Et oh, aïe, 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 la techno. Donc, on le voit là vraiment dans cette péninsule, en fait, qu'on appelle la péninsule de Cumberland. OK? Donc, c'est un vol national qui va nous ramener des Iqaluit à Tarjoak. On traverse tout ça en ski, puis après ça, on est ramené en avion. Il dure la feuille. En avion de Pangnirtung, en passant par Iqaluit jusqu'à Ottawa. Donc, Ottawa est la ville d'arrivée de départ parce que c'est juste bien desservi à travers des compagnies comme Canadian North. Donc, ça se fait très bien comme ça. Donc, tout ça, le coup, le choc culturel, si vous voulez, il va arriver en arrivant à Qitarjuaq. Donc, cette petite communauté-là qui est sur le bord de la banquise. Au moment de notre arrivée, on vise c'est la même période que les gros. Hein. Donc, c'est 21, à peu près mars. La banquise commence à se fragmenter un peu, les journées s'allongent, il fait un petit peu plus chaud, malgré qu'on est sur des températures autour de -15, -20 de jour. Ça va fluctuer un petit peu la nuit, mais bon, le -20, c'est pas mal le standard, si vous voulez. Donc, on est vraiment sur une expédition polaire. Et ça, c'est quand même important de le saisir. C'est une expédition polaire dans un contexte relativement sécuritaire et pas si engageant que ça. Cependant, quand je dis pas si engageant que ça, c'est par rapport à l'univers des expés polaires. Et je ne parle pas par rapport à un trek chez Caravani ou ailleurs, où tu as des choses plus relaxes. Là. Donc, même par rapport au Mont Gros, c'est beaucoup plus engageant. Donc, dans notre échelle à nous, cette expédition-là, elle est cotée 5 sur 5, voire je mettrais le tag plus. Tu sais, c'est le plus engageant de toutes nos expéditions. Pourquoi? Parce que pendant 14 jours, OK, on va être dehors à affronter les conditions. On va évidemment mettre le meilleur des contextes pour que ça se passe bien, mais ça reste qu'on est 14 jours dans le froid. Déjà, ça, c'est en soi quelque chose. Ensuite, on est à skier, puis on va traîner des traîneaux. Je vous en parle tout à l'heure. Donc, vous allez voir la difficulté ou l'engagement. J'aime mieux dire engagement que difficulté, parce que difficulté, en même temps, ça peut être un moteur de motivation pour ce genre d'expédition-là, où une difficulté est comme un des éléments pour vivre quelque chose d'aussi puissant, d'aussi beau, parce que c'est littéralement des termes non galvaudés, dans le cas du parc Ahuetuk. Donc, notre idée, cette année, en 2000, ça fait plusieurs années, là, ça remonte à 98, la première édition de Caravanier là-bas. Ça fait vraiment des années qu'on l'a fait. On est un des 3-4, si vous voulez, tour opérateurs autorisés là, au Nunavut à faire cette expédition-là. Vous pouvez aller voir sur le site du parc national du parc Ahuetuk, quand vous voyez c'est marqué le Local Provider, ben c'est nous. Il y a nous et d'autres. On est les moins chers aussi, by the way. Malgré que ça reste une expédition qui n'est pas chère. Mais bon. Dans les contextes de tout ça, ça reste quand même très bah, accessible. Je n'ose pas dire ce mot-là, mais bon. Si on compare, du moins, on se réconforte. Euh, Cette année, on a fait l'expédition de manière intégrale. Donc, entre Qitarjuaq jusqu'à Pangnirtung en ski sur la banquise, etc., ça a été à peu près 20 jours de ski, 220 km. Là, en 2026, on va plutôt viser de se concentrer sur le parc, puis la sortie dans la baie de Pangnirtung au sud. Donc, on va plutôt être sur 14 jours. Voilà, ça a relâché. Saint-Siffré. Attendez.
OK, c'est reparti. Donc, on voit un peu les points intéressants de cette carte-là que j'ai pris sur Internet. Mais la distinction de cette année, c'est que de Kitarjok à North Pangnirtung, on va le faire en motoneige. Pourquoi? Ça raccourcit le voyage, ça donne plus accessible au niveau de la bourse, si vous voulez, au niveau du coût. Puis ça nous évite cette portion-là de banquise qui est potentiellement plus sujet aux ours polaires, tu sais. Donc, il y a un risque quand même pas considérable, il y a un risque de rencontrer des ours polaires et on tenait à plutôt élaguer ce genre de choses-là, malgré que l'expérience de ski sur une banquise, c'est cool, mais on va le faire à la fin du séjour. Mais c'est surtout pour la durée. Qui avait 3 semaines plus à mettre dans ses vacances pour aller faire ça? Il y avait ça aussi comme enjeu. Donc cette année, on revient avec une version 16-17 jours, 14 jours de ski sur place et traversée quand même intégrale du parc Ayoituk et tous ses plus beaux endroits. J'enchaîne. Bon, ça, c'est la plaque du Nunavut. C'est vraiment cool. Donc, il dit ours polaire, hein, tu sais. Même il y en a ces plaques. Donc, ça, c'est un petit regard sur Iqaluit. Donc, tu sais, la communauté, le Nord, tu sais, les communautés inuites, le Grand Nord canadien, c'est un dépaysement culturel quasiment aussi fort que d'aller dans l'Himalaya, en Afrique, etc. C'est notre pays, si vous voulez. Mais la rencontre des cultures autochtones, elle détonne quand même par rapport à notre mode de vie et nos traditions ici dans le sud, tu sais, occidental. Donc ça, c'est en soi quelque chose qui est un gros plus. On va quand même palper ça. On va devoir rencontrer, par exemple, les gens du parc qui sont des Inuits, nos hôtes, hein, à notre hôtel ici de Kikitarjuaq, ben, c'est des Inuits, tu sais. Donc, nos chauffeurs de motoneige qui vont transporter nos matos pour rentrer dans le parc, ben, c'est des Inuits. On va avoir cet échange-là culturel à notre manière, à l'aéroport, tout ça. Donc, on va se sentir dans, étranger chez nous aussi. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose qui marque profondément cette expédition-là tout de suite dans les premiers jours. Donc, ça demande des permis, terre de Baffin, ça demande la logistique. Donc, il faut être un fournisseur ou un provider ou un producteur de voyage, si vous voulez, autorisé. Ça, c'est nous. Après ça, on passe à travers le parc pour les permis individuels. On va tout vous préparer en amont pour ça parce qu'il faut travailler pour l'obtention des permis pour traverser le parc l'hiver. Toute la paperasse, c'est chapeauté par notre organisation chez Caravanier. Et après ça, quand tout ça c'est fait, check, dernier check de bagages, on se plonge dans l'univers local là-bas et c'est le grand départ en motoneige. Donc, ça, c'est une vieille photo d'une expédition, la première expédition que j'ai faite là-bas. Mais bon, en gros, c'est des camotiques comme ça qui vont transporter le matériel pour aller vers l'entrée de Pangnirtung North. Ça, c'est Pangnirtung South. OK? Mais ça reste que je voulais montrer la différence entre les traîneaux que nous, on traînait à droite, puis les traîneaux des motoneiges. Toute votre matos donc, est traînée, ainsi que vous-même, hein, sur ces, je ne sais plus combien de kilomètres, c'est environ 45 à peu près de kilomètres qu'on va faire sur la banquise. C'est une raide de fou, comme on voit ici. Et ça nous amène à l'entrée du parc. Les guides, ben, plusieurs guides ont fait ça chez Caravani dans le passé. Donc, je vais vous présenter les deux derniers, là, JP et Simon, Jean-Philippe Leblanc et Simon Nadeau, qui ont une longue fiche de route là, chez nous. Pour guider là-bas, il ne faut vraiment pas s'improviser. Il faut connaître le territoire, toutes ses subtilités, les enjeux, la sécurité, tout ce qui est communication. Donc, on parle vraiment de guides qui sont habitués aussi à être dans des conditions polaires. Regardez la face à Simon, là, ça vous donne une idée là, de ce que le territoire peut faire. JP un peu plus modeste, mais il est protégé par sa barbe. Mais donc, c'est super important d'avoir des gens qui ont une connaissance, oui, des lieux, de ce parc-là en particulier, mais une expérience globale dans les territoires nordiques, là. JP a pu aller sur Clyde River, sur d'autres destinations, guide au Groenland, Simon des années au Groenland aussi. Donc, ils sont vraiment habitués à ces conditions-là. Moi-même, là, je m'exclus là-dedans, ça fait un peu que je n'ai pas guidé le Baffin, mais on a ce background-là qui est fondamental, là. On ne s'improvise pas là, un guide à destination. Les voici, on va les revoir dans d'autres circonstances plus tard.
Raquette ou ski, même question que les roues. Donc, raquette, on penche beaucoup, beaucoup maintenant. Je ne veux pas être dogmatique sur le ski, mais je vous ai dit, à soir, c'est un voyage. C'est nos voyages de ski. Fait que c'est du ski qu'on va faire. Donc, il y a dans les anciennes versions des photos, pardon, des photos de raquettes, là. Mais depuis 2025, donc cette année, on y va 100% en ski. Donc là, on est dans un ski nordique. Je m'excuse, mon ordinateur est un peu vieux, je pense, c'est pour ça qu'il lâche constamment au niveau de sa présentation. C'est pas grave. Faut rester concentré. Donc, on y va vraiment sur un ski qui est de type nordique, là. Donc, ski d'expédition nordique, ski de fond nordique. C'est comme l'identité à la Elvis Gratton pour les Québécois, là. C'est difficile là, à dire, là, mais c'est ça. Ou comment on dirait aussi? Un cross-country skiing avec des pots intégrales, c'est en anglais. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on vise. Après ça, pour les fixations, on vous en parlera dans les préparatifs et tout. On peut jouer avec différents types de fixations plus propices aux conditions polaires. On peut avoir une certaine flexibilité là-dessus. Encore une fois, on ne veut pas faire acheter du stock pour rien à nos voyageurs. Donc, on s'adapte juste pour qu'il y ait l'essentiel fiable. Puis, mais on va vraiment vous appuyer un par un là-dessus, fondamental pour que chacun parte vraiment bien préparé pour ça. On fournit tous les traîneaux. Ça, c'est les traîneaux vintage qui remontent à 98, sont en fibre, là. On les a toutes refaites cette année, ces traîneaux-là. Donc, on a une flotte à peu près une douzaine, là. Donc, on va amener à destination. Ils ont des bandes de ski, là, si vous voulez, pour coulisser, des petits crans d'arrêt à l'arrière. On a toutes les housses complètes. Super système de traction harnais, là. C'est des harnais Acapulco. J'adore le nom, d'ailleurs. Ça rend la chose peut-être un petit peu plus avec un petit ton humoristique, tu sais, Acapulco. Ça nous réchauffe, en fait, dans cette expédition-là, ces harnais-là. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup un gain en confort lors de la traction. Fait que c'est tout du stock qu'on a racheté récemment dans le but de pousser davantage notre expérience à destination, puis notre expertise, puis qu'on veut pas lâcher, là, tu sais. Parce que c'est ça. Donc, c'est fondamental. Ça, je pense que c'est des photos de 2023 qu'on voit ici, où il y avait encore la raquette. C'était ambigu. Mais donc, au niveau du transport, là, du moyen de locomotion, pardon, ça va être vraiment le ski avec les pots. Puis quand on est sur la surface comme ça, très courtée, on va plutôt opter pour les crampons de marche. Je pense qu'on voit ici, là. Ouais. Excellent. Donc, les crampons de Hill Sound, là, c'est des crampons comme pour les trottoirs de la ville de Montréal, qu'on fournit, by the way, aux gens quand que le terrain le permet. Pourquoi qu'on se ramasse comme dans des conditions comme ça là-bas? C'est que, a priori, c'est qu'on remonte une rivière, hein. Tu sais, en fait, on remonte une rivière puis on la redescend dans le parc. Et donc, selon l'historique de précipitations de neige, de vent, etc., ça se peut que ça soit complètement soufflé, balayé par le vent, et donc souvent très congelé, comme on le voit là. Donc, le ski devient comme un peu inutile. Et là, on va plutôt prioriser les petits crampons de marche comme ça. Et c'est très suffisant avec les grosses bottes pour nous faire progresser. Là, vous voyez un traîneau de même, là, mais combien de kilos on transporte? Entre 70 et 80. Attends, pas kilos, excusez. On est à 70-80 livres, à peu près. Ça peut aller jusqu'à 100, là, selon, là. On va beaucoup s'adapter à la morphologie des gens, quand même. Mais donc, pour vous, le matériel, c'est quoi? C'est sac de couchage, une tente à deux, tous les vêtements chauds, vos vêtements de rechange, etc. Puis une partie de la nourriture, puis du gaz. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc, on a chiffré à peu près avec ces poids-là que je vous ai dit. Donc, une fois l'inertie passée, c'est quand même très correct là, de tirer ces charges-là. C'est souvent volumineux parce que, bon, on n'a pas trop d'enjeu d'être compact, là, si vous voulez. Mais donc, ça se passe bien, malgré l'apparence peut-être un peu lourde là, de ces traîneaux-là, là, mais ça se passe très bien pour ça. Évidemment, ça va être des défis dans certaines circonstances. Si, par exemple, ici, le lac Summit,
se retrouve à être plein de neige, ben, puis que le traîneau il cale d'une certaine manière, ben, les premiers qui vont être en avant, ça va être rough, tu sais. Faut quand même avoir une bonne force du tronc, des jambes, etc. Puis, ben, si aussi on a le vent d'en face, ben, ça peut être rough, tu sais. Ça, c'est sûr. Mais dans certaines circonstances, et là, je dis certaines circonstances, qu'on est plus sur la fin. Vous voyez quand même, les gens sont épuisés quand même à la fin des journées. Mais j'allais dire que je vais le montrer plus tard, là, mais qu'on redescend en fait vers Pagnirtung, il y a un mini dénivelé vers le bas, là, il y a une mini pente en fait. Et les traîneaux ont tendance à glisser quand on est sur la glace, et même quand le vent est beaucoup sur l'axe nord-sud, et puis des fois les traîneaux ils nous dépassent, tu sais, à cause du vent. Donc dans ce cas-ci, c'est plus une gestion de traîneau que de tirer là, l'enjeu. Voilà, petite scène de vie ici. Alors, on arrive sur l'idée des campements. Donc, les campements, ben, c'est ça. C'est ça qui est génial dans cette expédition-là, c'est cet isolement, si vous voulez. Mais cet isolement avec un lot de contrôle quand même et de sécurité. Excusez, ça vient de relâcher. Donc, on est au pied du mont Asgard, là-bas. Eh bien, tu sais, il peut y avoir, quand les conditions sont bonnes, accès à un motoneige très rapide pour venir nous sortir grâce à Parc Canada. À chaque étape plus loin, vous allez voir, il y a des cabanes aussi, communication radio, téléphone satellite. Tu sais. Fait qu'on n'est pas, on a l'impression d'être seul au monde, mais on a quand même un appui. Tu sais. Donc, c'est pas totalement isolé comme des grandes expéditions très, très, très au nord, là, vers l'Arctique. Je reviens sur l'idée des camps de base, ben c'est ça. Donc, selon la taille des groupes et tout, on va cuisiner. On a une tente plutôt comme une cuisine, puis une tente pour espace de vie dodo. Puis après ça, on a des petits électrons autour dans les tentes à deux ou à trois. Donc, on va travailler avec deux tentes Stronghold. Ce n'est pas les grosses Space Station qu'on a vues dans les gros, c'est plus petit, mais quand même suffisant. Donc, pour la gestion des ours polaires et tout, imaginez, là, on cuisine des saucisses, des légumes, etc. C'est sûr que, bon, ça pourrait attirer l'odorat. Donc, on va cuisiner, passer notre temps dans une tente, puis après ça, dormir et être ensemble, relax, sans nourriture, dans une autre. T'sais. Toujours en fonction de la direction des vents, etc. Donc, ça, c'est quand même une gestion ours polaire qui est à prendre en compte, puis que les gens vont être vraiment bien formés ou du moins informés par rapport à ça dans les préparatifs avant le départ. Pour une expédition de cet ordre-là, on va avoir une journée complète de formation-information qu'on fait l'hiver avant de quitter. Donc, cette année, on l'a fait dans le coin des Laurentides, on a simulé le ski, on est allé sur un grand champ, monter la tente, on a partagé un repas à l'intérieur, on a tout simulé, si vous voulez, un peu l'ABC là, de cette expédition-là pour mettre les gens dedans en perspective de le faire, là, pour vrai. On le voit ici, là, un peu le setup de tentes. Là. Puis après ça, ben, selon les années, selon le nombre de personnes, ben, il va y avoir des tentes d'appoint. Je pense qu'on voit un peu mieux autour, pas vraiment. Là, souvent, les gens ils dorment tout en tas dans une grande stronghold. C'est très chaleureux. Ou des fois, on réserve quand même une tente, deux tentes autour pour un petit peu d'intimité ou à un moment donné faire des cycles. OK, moi, je vais avoir mon moment à moi, etc. Parce qu'on parle quand même, comme je vous ai dit, là, de 14 jours, 13 nuits. Là, tu sais. Fait que c'est quand même important de, la vie de groupe, c'est bien, mais à un moment donné, avoir sa bulle, c'est bien aussi. Donc, on joue avec ça. Mais a priori, on va vraiment miser sur la tente ensemble commune parce que la gestion de l'humidité et de la chaleur est beaucoup plus facile que d'être dans des tentes à deux. Là. Fait que c'est ça, Monsieur l'ours, il est quand même, tu sais, oui, c'est dans le parc, oui, à cette époque-là de l'année, les ours vont plutôt aller vers la banquise parce que c'est là qu'il y a un début de la banquise se fragmente, les phoques commencent à sortir pour se nourrir, s'oxygéner, prendre le soleil. Donc, ils sont beaucoup plus en propension vers la banquise que dans les terres. Mais bon, ça reste que c'est possible, donc il faut être très sérieux par rapport à ça. Donc, on aura une arme à feu de type 12 là, pour la sécurité des flares magnésium, communication, radio, VHF et téléphone satellite pour rentrer avec le parc s'il y a quelque chose. On va être aussi informé de tout ce qui est témoignage de traces d'ours et autres, parce que chaque cabane comme ça de Parc Canada qu'on retrouve à peu près à toutes les étapes clés
la traversée, eh bien, il y a un système de communication radio à l'intérieur, puis on a un rendez-vous quotidien où on peut communiquer, échanger, prendre des nouvelles de ça. Là, vous voyez, ça, c'est des photos, ça a l'air l'été, là, mais c'est pas l'été, là. C'est peut-être plus vers la mi, c'est mes photos de l'époque, plus autour de la mi-avril. Des fois, c'est tellement balayé par le vent qu'on est sur la roche directement. Ou ben, des fois, on est complètement dans la neige, donc il faut vraiment s'attendre à peu près tout selon où on est. Donc ça, là, on mange, je pense, un saucisson puis une barre dans un contexte très détendu ici. Donc, il faut vraiment s'attendre à tout sur cette expédition-là. Voilà, un point fort quand même de ça, c'est de passer le cercle polaire arctique. C'est quand même cool qu'on fasse ça. On va le passer à le sens inverse, dans le sens qu'en partant de Qikiqtarjuaq, on est déjà au nord du cercle polaire, mais on va le traverser littéralement lors de la descente vers Pang. Puis c'est quand même symbolique, moi, je trouve. Fait que, puis là, ils ont fait un beau Inukshuk pour commémorer ça. Donc ça, on est vers la fin du parc, plutôt vers le sud. Sinon, un des points forts, puis là, je finis avec ça pour Baffin, c'est les Grands Lacs avec les chaînes de montagnes. Donc, on traverse la péninsule de Cumberland, comme je vous disais, il y a le Penny Glacier juste à côté qui jette sur ces lacs-là. Et l'érosion des glaciers sur cette roche granitique là, a fait de très beaux chefs-d'œuvre qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, à mon avis, c'est un paysage de montagne unique au Canada, voire, je ne veux pas dire au monde, là, parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses dans le monde, mais c'est un point très, très fort de ça. Et puis, on va littéralement profiter, avoir du temps d'exploration sans les traîneaux, là, si vous voulez, pour aller chercher les points de vue, aller profiter de ce paysage grandiose. On le voit ici, expédition de 2010, quand même. Ça monte, mais c'est le même esprit. Peut-être un peu moins de neige maintenant, je ne sais pas. Donc, vraiment, tout autour de Summit Lake, Glacier Lake, là, on est vraiment beaucoup, on va profiter là, de partir à l'âge pour explorer comme ça. Là, je vous ai dit, je montrais les grosses montagnes, je pense que c'est plus tard dans mon diaporama. Bon, on continue sur l'esprit. Donc, de ces élargissements-là, si vous voulez, de la vallée du parc Aïouitouk, on voit là, très bien un peu ces chefs-d'œuvre de montagne là, qu'on va côtoyer. On voit au loin la paroi très, très verticale du mont Thor. Et tous ces montagnes-là ont une connotation des dieux nordiques scandinaves. Asgard, Thor, Odin. Donc, on les côtoie. On côtoie le domaine des dieux, si vous voulez, dans ce contexte, si vous voulez. Fait que, deux fois la même photo. Donc, c'est un univers de neige, un univers de glace aussi. Donc, j'en ai parlé tantôt, là, selon la direction des vents, selon l'historique de neige, ça peut donner ça. Un contexte beaucoup plus glacé qu'enneigé. On voit encore le petit montard là, tout au loin. On reconnaît par sa paroi très verticale. En fait, elle est même en dévers à 105 degrés. C'est le joyau. Avec Asgard, c'est le joyau du parc. Et donc, là, on va littéralement marcher comme ça, si vous voulez. C'est là que je vous disais que quand on a le vent dans le dos, la résistance là, sur la glace est quasiment nulle. Fait que là, les traîneaux, des fois, ils sont en parallèle, même ils nous dépassent. Ou des fois, il faut les tirer, évidemment, si le vent dans le sens inverse, ou s'il y a une asturgie comme ça où qu'il faut passer. Là. Mais ça reste que c'est moins. Cette partie-là, plutôt au sud, c'est potentiellement, et je le dis en touchant du bois, un petit peu plus accessible là, à cause de ça au niveau de la traction des traîneaux. Montard de différents angles. Donc, immense falaise, là. Quasiment, là, je ne suis plus en dénivelé, mais on parle de peut-être 800-900 mètres à peu près. Le mont Asgard qu'il faut aller chercher à partir du Summit Lake. Donc, cette tour, vraiment, c'est une tour là, arrondie. Il y en a deux, en fait. Là, j'ai pris une photo plus que j'ai pogné sur une net là, juste pour vous montrer. Là, parce que j'avais pas de bonne photo, je trouve, du Mont-Tard sinon. Mais vraiment, là, c'est un joyau du Canada, là, cette montagne-là. Puis on va vraiment aller la côtoyer tout en bas. Voilà, donc ça fait du monde heureux, comme notre ami ici François, de cette année, avec son saut de skidoo de 1977. Donc, tu sais,
Chez Caravani, en fait, je pris cette photo-là pour vous dire, il faut avoir du bon équipement, mais on n'est pas obligé d'avoir le top équipement à la fine pointe de la technologie qui nous a coûté la peau des yeux. Donc, tant que ça répond à chaleur, gestion de l'humidité, isoler le froid et l'air entre les couches, c'est ce qu'on veut, en gros. Puis on veut du monde qui ont la tête solide pour voir ça pas comme la difficulté, mais comme une opportunité de dépasser, se dépasser, ou c'est le prix à payer, si vous voulez, pour aller explorer ce territoire-là dans un contexte hivernal. Je conclue avec mes petites photos de la baie de Pang, qui est superbe, là. Donc, c'est ce qu'on va skier pendant à peu près 2 jours et demi, à peu près, sur la banquise. Donc, on aura une expérience de skier la banquise. Bon, là, on la voit, ça, c'est en septembre, là. Mais c'est pour vous montrer cette baie-là qui est superbe et le village de Pangnirtung. Un autre contexte aussi, la baie, tu sais, un peu d'histoire, la traite, la baie du Tson, feu la baie du Tson. Donc, tu sais, là, on arrive un peu dans l'histoire. Pangnirtung, c'est un village un petit peu plus développé que Kitarjoak, que ça sera notre lieu d'aboutissement. On aura une nuit d'hôtel, on va en profiter, on va dormir à la coop. Pas la coop de l'épicerie, mais l'hôtel à côté. Donc, on replonge dans la civilisation, puis on est bien avant de regagner le sud et Ottawa. Donc, phase de GP, donc à la fin d'une expédition, on voit quand même dans ses yeux qu'il y a du plaisir ou qui a la tête pleine d'une expérience très forte. Je peux vous dire, cette année, je suis allé les chercher à l'aéroport d'Ottawa quand je les ai vus débarquer. Tu sais, ils arrivaient, là, ils enchaînaient quasiment direct là, la banquise à Ottawa. Ils étaient encore tous croûtés d'en face, ils avaient encore tout leur habit, mais la symbiose puis le boss de groupe qu'ils avaient vécu, c'était vraiment, vraiment puissant. Fait que c'est ça, ça se passe. Oups, excusez, ça c'est pas bon ces slides-là, mais ça se passe cette année je pense que c'est du 20 mars au 6 avril, mais vous pouvez aller voir sur le site Internet. Voilà, je vais rester avec sa face. Je vais voir si j'ai des questions. Parfait. Pas de questions. Excellent. Et là, je finis juste avec un petit clin d'œil sur le Japon, là. Donc, avec notre ami Pascal là, qui s'est exprimé sur le petit babillard ici, eh bien, c'est notre base là, de faire le Japon en ski depuis longtemps. C'est un voyage que je construis avec mes guides. Vous savez, chez Caravani, on fait 2 offres de voyage de trek au Japon depuis des années. Puis, on est en rando septembre-octobre, novembre avec une autre destination, puis mois de mai. Puis pour plein de raisons, on n'allait jamais là pendant la floraison des sakuras. On n'allait pas là non plus profiter de la neige réputée internationale aussi. Donc, on s'est dit, hey, il faut faire un voyage de ski touring là-bas. Puis notre guide avec qui je collabore pour tous les autres voyages au Japon est un guide certifié dans la région des Alpes japonaises, basé à Akuba. Donc, Akuba, là, allez taper ça sur les internets. On peut le voir sur la prochaine voyage. Oh, je partage pas, ça a lâché, excusez. Donc, on s'est dit, il faut monter ça. Ça fait des années que, que j'y pense avec lui à ce voyage-là. Ça fait 2021, en fait, j'ai repris les derniers emails récemment. Puis là, on essaie de le pousser pour avril prochain. C'est un peu dernière minute, les photos, le site Internet est à peu près rien de fait, mais on s'est dit, on le présente, puis après ça, on le construit. Donc, dans les prochaines semaines, ça devrait émerger. Mais en gros, c'est ski de refuge en refuge sur le massif des Alpes. Et là, on est vraiment au centre de l'île d'Honshu ici. Donc, il y a plusieurs hotspots là, pour le ski au Japon. Mais là, on vise les Alpes. C'est là qu'on a notre expertise, si vous voulez. Et on vise aussi une période qui est plus propice au touring. Donc, ça ne sera pas la grosse poudreuse pow du mois de février à peu près. Ça va être la neige de printemps, mais qui est encore très, très abondante, comme on peut voir sur cette photo ou sur celle-ci. Donc, une neige de printemps ça peut ressembler à peu près à ça, le terrain là, dans les Alpes japonaises, quand même surprenant, là. Ou ça dans les régions un petit peu plus boisées. Bon, là, il y a un pylône en arrière, c'est pas très beau. Mais c'est quand même un terrain superbe, très montagneux. C'est des collines, ben, des montagnes à 3000 mètres à peu près.
Donc, on est vraiment dans l'alpin et puis on va vraiment skier en randonnée up and down là, selon les reliefs. Et des fois, se faire des descentes comme dans les Monts Gros. Donc, il y a vraiment cet esprit un peu des Monts Gros aussi là-dedans, mais en traversée, comme on peut le faire à Chamonix-Zermatt ou autre en Europe, de refuge en refuge. Refuges vont avoir différents types de confort, des fois un peu plus rustiques comme celle-là. J'ai pris des exemples qu'on fait plus sur le Mont Fuji ici parce que c'est M. Sato, là. Donc pour certains qui connaissent notre offre au Japon, vous allez peut-être le reconnaître. Mais je trouve que son refuge est très typique des refuges qu'on peut retrouver sur la chaîne des Alpes ou même plus de confort des fois. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut avoir dans les Alpes l'hiver. Fait que nuitée en refuge, ski de jour. Fait que, tu sais, on revient toujours dans un contexte confortable le soir, repos, bonne bouffe, tu sais, une bonne bière, etc. Donc, on est vraiment, encore une fois, effort et confort. Donc, si on prend dans l'échelle des 3 voyages à soir, c'est certainement lui qui a le plus de confort. Mais quand même, tu sais, ça reste un voyage de ski dans des conditions hivernales, quand même à cette époque-là de l'année. Grosse portion aussi dans la détente japonaise, les bains onsen, etc. Donc, on veut vraiment jouer avec ça. Le voyage, c'est pas encore 100% dessiné, mais en gros, on se concentre sur les Alpes. Vraiment. Fait qu'on veut faire plein de places. À Cuba, c'est sûr, ça va être notre camp de base, mais on veut faire de l'itinérance là-bas. Et puis, ça va être un aller-retour depuis Tokyo. Donc, on va pouvoir aussi voir la folie de Tokyo, son effervescence, etc. On aura du temps aussi de transition à Matsumoto, qui est une belle ville au Japon, mais de taille plutôt humaine, là. On peut tout faire à pied là-bas. Donc, vraiment, on va jouer avec ça, mais on va se concentrer. Ça va être un voyage de 2 semaines. Après ça, si les gens veulent faire des extensions au Japon, plein de choses qui sont possibles. Euh, Fait qu'on pousse là-dessus parce qu'on pense qu'on a, l'expertise pour le faire. Ça fait des années qu'on fait le Japon. Et toute la certification aussi à destination pour guide encadrement. Puis, on va pouvoir faire enfin notre voyage dans l'esprit de la floraison des cerisiers. Tu sais, ça varie de chaque année en année, mais souvent c'est de mars à mi-avril, fin avril. Donc, on va voir la période visée. Ça va être la 2e d'avril. Donc, est-ce qu'il y a encore une floraison parfaite comme ça? On verra bien. On ne veut pas non plus 100% miser là-dessus, mais ça sera dans ce contexte-là. C'est sûr qu'à ce moment-là, les prix sont plus chers aussi. Tout, tu sais, c'est tellement visité, etc. Donc, on veut jouer un peu avec ça. Donc, c'est pour ça que notre voyage, attention, comment s'appelle ce voyage? Il va s'appeler Ski Sakura Sake. Donc, c'est sûr que ça sonnait japonais. Donc, ski parce qu'on fait du ski, Sakura parce que c'est la période de floraison des cerisiers. Et Sake, pourquoi Sake? Et je finis avec ma dernière photo. C'est parce que c'est la période où le saké est prêt. Donc, il a été cultivé à l'automne, fermenté, vieilli à l'hiver. Il fait ça prêt à boire au printemps. Donc, je trouvais que c'était les 3 thématiques de ce voyage. Ski, Sakura, Saké. Donc voilà, on vise 9, 8, 10 avril prochain, à peu près, avec l'ami Pascal et Camille à destination. Donc, c'est un petit teaser. Il y aura plus de nouvelles là-dessus qui vont être annoncées. On fera une conférence au Japon à la fin du mois d'octobre. Et là, ça sera présenté plus en détail. Donc voilà. Merci de toute votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Essayez de retrouver vos faces. Pas de faces. Puis je prendrai des questions. Sinon, ben, je vous ai donné mon adresse email fx@caravanier.com. Et puis, vous pouvez m'écrire, m'appeler aussi en me trouvant sur le site Internet. Yes, merci. Puis, ben, en fait, tous ces voyages-là, finalement, c'est fin mars puis début avril. Fait que c'est la best période. Donc, on aimerait que le petit trio existe pour la fin ou le début du printemps prochain. Voilà, je vous remercie. Je reste là juste pour répondre aux questions que je vois en train de s'écrire. Puis sinon, ben, bonne soirée, puis au plaisir de parler voyage avec vous autres.